Hello, hello, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. J'ai eu le boulot, donc pas eu le temps de poster la vidéo avant. Et je remarque que j'ai une mauvaise coiffure, je suis tout ébouriffée et une tête de fatiguée. Je suis en pleine préparation des valises car demain je pars pour 10 jours aux États-Unis. Je pense vous poster des vidéos et des photos, je pense que ça peut être sympa. Par contre, pas sûr de pouvoir poster une vidéo de disparition, enfin à voir, ou de true crime. On verra si j'ai le temps. Mais en tout cas, je pense filmer mon voyage. Sinon, aujourd'hui, pour cette vidéo, donc c'est une très vieille affaire qui a eu lieu à Genève. C'est une histoire de sorcellerie. Je n'ai pas beaucoup de photos, donc j'ai fait le montage comme je pouvais. J'espère que ça va vous plaire. Ne traînons pas, asseyez-vous, prenez un petit truc bien frais et c'est parti. Michel Chaudron est né en 1602 ou 1603 à Boëge, dans la région catholique du Faucigny en Savoie, et a migré à Genève vers 1620 pour travailler comme domestique, comme de nombreux autres migrants de l'époque. Elle était analphabète et aurait peut-être assisté à l'exécution de Jeanne Broillet en 1623, la dernière femme brûlée vive pour sorcellerie à Genève. Cela aurait influencé sa volonté de négocier lors de son propre procès afin d'être étranglée plutôt que de brûler vive sur le bûcher. Michel a survécu aux famines des années 1622-1623 et de 1629 à 1631, ainsi qu'aux épidémies de peste de 1628, 1631 et de 1636 à 1640. En 1639, elle a été bannie de Genève pour paillardise en compagnie de son partenaire Louis Ducret, un veuf ouvrier agricole. À ce moment-là, elle était enceinte de 5 mois, de l'enfant d'un valet décédé quelques mois plus tôt, mais l'enfant n'a pas survécu. Après leur mariage, le couple est revenu clandestinement à Genève, mais Louis est décédé en 1646 à cause d'une épidémie de peste. À partir de 1648, Michel a trouvé un moyen de subsistance en tant que lavandière. Ce travail lui a permis de s'intégrer dans la société populaire de son quartier et de devenir familière avec certaines familles en lavant leurs draps en linceul. Elle avait également la réputation d'être une guérisseuse et était connue pour sa soupe blanche à base de gros sel, de farine, de pain et de fèves, qui était considérée comme bénéfique pour la santé à l'époque. On croyait aussi qu'elle avait le pouvoir de guérir les personnes fiévreuses en les touchant. Michel pratiquait une forme de médecine naturelle, mais elle a fini par être accusée de sorcellerie par 8 de ses clientes habituelles, apparemment parce qu'elle avait refusé de continuer à pratiquer. Son procès marque un changement dans la manière d'aborder les preuves de sorcellerie. Les médecins et chirurgiens appelés à examiner son corps et à établir son innocence ou sa culpabilité étaient divisés. Les plus jeunes étaient sceptiques quant aux conclusions de leurs prédécesseurs concernant les marques visibles sur le corps de Michel, qui avait alors une 50aine d'années. Malgré cela, elle a été pendue et son corps a été brûlé sur la plaine de Plainpalais. Elle est la dernière personne à avoir été exécutée pour sorcellerie à Genève. Le fait qu'elle ait été pendue avant d'être brûlée témoigne d'une certaine flexibilité dans le traitement des condamnés pour sorcellerie
à l'époque. Le cas de Michel Chaudron illustre les éléments caractéristiques des procès de sorcières de l'époque. Elle est accusée de sorcellerie et soumise à la torture pour obtenir un aveu. La recherche de la marque de la sorcière est effectuée par des gestes médico-légaux et finalement elle est condamnée à mort et exécutée. Les détails biographiques sur Michel Chaudron sont rares, car ces procès visaient également à effacer la mémoire collective des parcours de vie des sorcières. Les registres d'état civil ne conservaient généralement pas de traces des personnes impliquées. Les cendres des corps brûlés étaient dispersées sans sépulture et les biens étaient confisqués. L'arrestation de Michel Chaudron a eu lieu l'après-midi du jeudi 4 mars 1652, après une dénonciation des parents d'une jeune fille. Elle est interrogée sans disposer d'un avocat, car la défense dans les procès à Genève ne sera mise en place qu'à partir de 1730. À 50 ans, elle est analphabète et incapable de signer les documents, tandis que les magistrats sont érudits. Les mêmes questions lui sont répétées, elle est torturée et soumise à 3 examens médico-légaux, ce qui finit par la faire avouer. Lors du premier interrogatoire, Michel est questionné sur un différend antérieur avec Pernette Guillermet, au cours duquel celle-ci l'accuse d'avoir volé une lampe. La lampe est retrouvée le lendemain, mais Pernette prétend que Michel a ensuite partagé un repas avec elle et qu'elles ont bu dans le même gobelet. Plus tard, Michel accepte de faire la lessive de Pernette, qui est malade, suite à une entrevue avec la mère de Pernette, Elisabeth Royaume. On l'accuse d'avoir crié « Merci, pitié » à la fin de cette rencontre. Lors de l'interrogatoire, l'inquisiteur lui demande si elle est entrée dans la chambre où se trouvait Pernette, en disant « Votre fille se portera bien » et en criant « Merci ». Michel nie avoir crié « Merci » après la première phrase. On lui demande ensuite si elle a entendu les démons présents dans le corps de Pernette dire « Voici Michel, notre maîtresse », ce que Michel nie également. Elle confirme avoir été sollicitée par les parents de Pernette pour chasser les démons du corps de la jeune fille, mais affirme n'avoir pas eu suffisamment de puissance pour le faire. Michel nie également avoir frappé le bras de la jeune fille en prononçant des mots italiens. Le lendemain, 8 femmes, dont Pernette, témoignent contre Michel. Elle l'accuse d'avoir transmis le mal à 2 femmes, qui auraient ensuite été possédées par des démons. Dans le cas de Pernette, elle l'accuse de refuser de lui donner le remède qui aurait pu conjurer le mal dont elle souffrait. Ce remède était une soupe faite de pain, de beurre et de sel, qui était réputée pour être efficace et qui contribuait à la renommée de Michel en tant que guérisseuse. Lors du second interrogatoire, Michel répond à 54 questions concernant les accusations portée par ses voisines. Elle reconnaît les faits objectifs liés à son métier de lessiveuse, ainsi que la querelle concernant la lampe et son refus d'aider Pernette. Cependant, elle nie toute implication dans l'état de possession de Pernette et estime être accusée à tort. Des chirurgiens ont examiné le corps de Michel à la recherche de marques diaboliques. On croyait alors que le diable pouvait altérer le corps des sorcières, qui étaient supposées être plus légères, capables de voler et marquées de taches ou de verrues. Les médecins ont utilisé de longues aiguilles d'argent pour sonder le corps nu et rasé de Michel. Ils considéraient comme preuve de l'existence de la marque diabolique le fait que l'aiguille s'enfonce dans la peau sans causer de douleur ni de saignement. Si une marque était trouvée, cela autorisait la poursuite de l'interrogatoire et l'utilisation de la torture pour obtenir des aveux. Les médecins ont déclaré avoir examiné toutes les parties du corps de Michel et ont trouvé des stigmates. Ils ont enfoncé leur aiguille dans ces marques, constatant que certaines provoquaient de la douleur,
mais qu'une marque située sous son sein droit, de la taille d'une lentille, ne causait ni douleur ni saignement. Ils ont poussé l'aiguille complètement dans la marque et n'ont remarqué aucun écoulement de sang. Concluons ainsi que cette marque était suspecte. Par la suite, le 27e jour de la procédure, Michet a été conduite en chambre criminelle pour un nouvel interrogatoire. On lui a suggéré que c'était le démon qui l'empêchait d'avouer ses crimes, ce qu'elle a nié. Elle a déclaré ne pas savoir quand les marques avaient été apposées sur son corps et ne pas savoir si le démon l'avait marqué. On lui avait dit qu'elle avait gratté sa mamelle droite pour effacer la marque, et elle a répondu qu'elle s'était bien grattée, mais sans l'intention d'effacer la marque. Le 31 mars 1652, Michet a déclaré être disposée à avouer son crime. Elle a alors avoué avoir été approchée par une ombre en forme de chien lorsqu'elle rentrait seule sur la route de Colonie, et avoir été poussée par cette ombre. Elle a également avoué s'être donnée à cette ombre 6 mois auparavant. Le 6 avril 1652, Michet a été condamnée à mort et exécutée à Genève pour sorcellerie. Elle a été la 70e et dernière personne exécutée pour sorcellerie dans cette ville. Michet Chaudron est commémoré à Genève par une rue portant son nom depuis le 22 juillet 1997. De plus, l'historien Michel Porret lui a consacré un livre en 2010, ce qui indique que son histoire et son impact ont été étudiés et documentés. En 2001, la commune de Chêne-Bougerie a organisé un nouveau procès pour réhabiliter la mémoire de Michet. Ce procès avait pour objectif de manifester un certain repentir et de célébrer le bicentenaire de l'indépendance de la commune. Finalement, ce procès a conduit à une réhabilitation populaire de Michet déclarant son innocence. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et pour ceux qui partent ou qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et ceux qui travaillent, je vous souhaite quand même un bon travail. Et comme je vous ai dit au début, j'essaierai de poster une vidéo True Crime ou disparition. Ou bien sinon, je mettrai des photos de mon voyage et des petites vidéos. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!